Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette formidable journée de délire littéraire, de présentation de livres. Je suis Anne-Marie Fortin en compagnie de Nicolas Aumet. Nous sommes les fondateurs de Pouce Carré. Vous nous connaissez peut-être déjà puisqu'on reconnaît dans la liste de participants de nombreux fidèles et habitués et aussi des nouvelles personnes. Alors, on est content de voir qu'il y a de nouvelles personnes qui se joignent à nous. Aujourd'hui, on vous présente les catalogues de 4 maisons d'édition. Alors, vous allez découvrir les livres des éditions Héritage, des éditions, j'essaie de le dire en ordre, des éditions Héritage, donc ensuite des éditions Enquête, des éditions Frisson et des éditions Dominique et compagnie. C'est des noms qui vous disent sans doute quelque chose, mais vous allez voir, on a vraiment des nouveautés à vous faire découvrir et probablement aussi des livres de fond que vous ne connaissez pas encore et que vous allez découvrir ou redécouvrir. Et surtout, aujourd'hui, on est en compagnie de plusieurs membres de l'équipe de ces maisons d'édition, donc qui sont regroupés dans le groupe Héritage. Je vais donc saluer pour commencer peut-être dans l'équipe, on a Sylvie Payette, donc, qui est avec nous. Je ne sais pas si vous voyez, là, vous pouvez vous faire des petits tatas. On a aussi Thomas Campbell qui est avec nous et Dominique Barbin également devrait se joindre à nous un petit peu plus tard. D'autres personnes et aussi des créateurs de la maison d'édition. Donc, il y aura beaucoup de choses à découvrir aujourd'hui. Nicolas, est-ce que tu veux dire un petit mot avant de commencer? Sinon, je vais présenter globalement Pouce Carré comme on le fait toujours au début de nos animations. Je vais te laisser présenter Pouce Carré. Je vais juste dire à tout le monde, c'est un plaisir de vous revoir, de vous retrouver, tant le groupe Héritage que tous ceux, les participantes, les participants. Préparez-vous pour un voyage. Vous allez être nourris de lecture, d'aventure. Vous allez repartir un peu enivrés de littérature et surtout, vous allez avoir une pile à lire, ça de haute. Et c'est parfait parce que c'est juste avant le temps des fêtes. Anne-Marie, à toi. J'espère que vous n'avez pas fini vos achats de Noël parce que vraiment, vous allez péter le budget. Si vous aviez déjà épuisé votre budget, là, ben, tant pis, vous allez péter le budget parce que vous allez avoir trop de livres que vous allez vouloir vous procurer ou offrir pour le temps des fêtes, évidemment, ben, pour vos classes ou les groupes d'élèves avec lesquels vous travaillez. Je vais commencer donc avec la courte présentation de Pouce Carré, mais je veux juste dire une petite affaire. Nicolas, il a dit préparez-vous. J'ajouterais préparez-vous vraiment parce que, on a comme un peu modifié la formule et le rythme aujourd'hui. Donc là, on est relax, on est dans l'introduction, on s'est prévu un beau petit 15 minutes d'introduction. Mais après ça, ça va rouler parce qu'on a 1 heure par maison. On a essayé cette formule-là, donc de vous présenter là, les 4 maisons, 1 heure par maison, pour aussi vous permettre de quitter un peu plus tôt. On a remarqué souvent qu'en fin de journée, tout le monde est comme saturé d'informations et de livres et il y a comme un petit essoufflement. Donc, on s'est dit, on va faire ça en formule sprint. Imaginez que vous êtes dans un speed dating avec nous aujourd'hui. Alors, rapidement, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas déjà, je vous glisse un mot sur Pouce Carré. Pouce Carré est une compagnie qui a été fondée cette année, donc en 2022. Là, dans 2 semaines, il va falloir dire l'année prochaine, c'est quand même excitant, en février. Donc, c'est une compagnie qui vise principalement à établir des nouvelles occasions de rencontre entre les différents milieux du livre et les milieux institutionnels partout au Canada. Donc, l'idée, c'est vraiment de permettre aux maisons d'édition, comme celles qui sont avec nous aujourd'hui, de vous présenter leurs livres, disons, presque un pour un, hein, d'une certaine façon, mais vraiment directement. Et on vous présente toujours ces livres-là à partir avec des pistes d'exploitation spécifiques là, pour chacun des titres ou presque. L'idée, c'est vraiment donc de mettre en valeur les ouvrages de ces maisons-là. Nicolas et moi avons le privilège de choisir les livres dont nous parlons. Donc, bien que ce soit les maisons d'édition qui nous mandatent pour être parmi vous, ben, nous, on fait notre sélection des livres qui vont être présentés. Donc, soyez assurés que ce sont vraiment des livres qui ont été choisis avec un grand soin. Puis je vais vous dire que ça a été difficile de choisir des livres pour aujourd'hui, non pas parce qu'il n'y avait pas de qualité, au contraire, parce qu'il y avait tellement de choix et dans notre formule speed dating, il fallait être bien efficace. Alors, on va essayer, dans le fond, de vous dresser un portrait global des différentes collections que vous allez trouver dans ces maisons d'édition-là. Pour faire peut-être une espèce de présentation globale, comme vous avez vu, on a parlé des différentes maisons qui sont sous le groupe Héritage. Donc, ce sont 4 maisons qui sont, disons, des
des grandes sœurs et des grands frères, là. Donc, ces maisons-là travaillent ensemble. Est-ce que c'est bon de dire ça? Les gens de la maison, vous allez pouvoir me dire si je dis des bêtises, là, mais je dirais que c'est des maisons frères et sœurs, c'est-à-dire qu'ils travaillent ensemble. Mais je dirais aussi qu'ils vont répondre à des besoins différents ou qu'ils vont aller tenter de toucher des publics différents, soit au niveau des âges ou au niveau des thématiques qui vont être touchées. Donc, au cours de la journée, c'est comme dans une grande famille, hein, tout le monde se complète. Fait qu'au cours de la journée, vous allez voir que les différentes maisons qu'on va vous présenter, bien, si vous avez des livres de toutes ces maisons-là, vous devriez éventuellement arriver à toucher pas mal tout le monde dans votre entourage, c'est-à-dire auprès des jeunes. Il devrait avoir du choix pas mal pour tout le monde. Oui, Nicolas, tu lèves le doigt. Ce qui me permet de dire, parce que là, je vois que l'introduction tire à sa fin, puis on va plonger dans le cœur de la littératie. Tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, à la fois que c'est super important de comprendre que les livres qu'on vous présente deviennent vos outils de travail. Peu importe que vous soyez technicien en documentation, bibliothécaire, enseignante ou enseignant, premièrement, on peut enseigner toutes les matières avec la littérature jeunesse. Vous n'êtes pas né la personne qui va me convaincre du contraire. Mais, outre le scolaire, les livres qu'on vous présente aujourd'hui, je trouve que c'est une force des maisons d'édition qu'on vous présente. Ça démocratise le plaisir de lire, c'est-à-dire que ça prouve qu'il ne faut pas que chaque livre qu'on met entre les mains d'un enfant soit à des fins évaluatives. Parce que là, le plaisir de lire, on passe tout à fait à côté. Et je trouve que c'est un coup de force que, à la fois Héritage, Enquête, Frisson et Dominique et compagnie ont réussi. C'est que les livres deviennent des outils de travail parce qu'ils se servent dans les écoles de par leur genre et on va les voir aujourd'hui. Mais c'est surtout que ça fait découvrir le plaisir de lire et que ça devient plus divertissant même que Netflix. Anne-Marie, à toi. Ben oui, effectivement. Excuse-moi, je faisais un petit peu de gestion en même temps pour admettre les gens qui sont dans la salle d'attente. Donc, oui, tout à fait. Je pense que ça va être bien réussi. Puis, avec le côté interactif de plusieurs ouvrages aussi, vous allez trouver cette espèce de stimulation, certainement. Là, on est en train vraiment de vous dresser un portrait juste pour vous titiller. Vous allez voir tout ça. On va entrer dans le vif du sujet bien rapidement. Je pense d'ailleurs qu'on va y aller dès maintenant. On a 3 minutes d'avance sur notre horaire. Ça, c'est bon. Ça veut dire 3 minutes de plus pour vous parler de au moins un livre de plus. Alors, on commence cette présentation aujourd'hui avec les éditions Héritage. Donc, Héritage Jeunesse. Alors, est-ce qu'on pourrait dire dans la famille, c'est la grande sœur, peut-être, étant donné que c'est la maison d'édition qui est là depuis... avec ce nom-là depuis plus longtemps. Dites-moi si je dis la grande quoi. sœur ou le grand frère, ça dépend de quel point de vue on se place, mais oui, effectivement, c'est Héritage Jeunesse qui a parti le bal des éditions Héritage. C'est souvent confondant d'ailleurs parce que, étant donné qu'il y a 2 fois Héritage, on ne sait pas quelle hiérarchie, dans quel ordre on les place, mais oui, Héritage Jeunesse, ça fait partie du groupe Héritage. Vous venez de rencontrer Thomas Campbell, donc oui, qui pardon, est directeur excusez-moi. littéraire. Non, mais c'est bon, on dirait que c'est planifié comme ça. Donc, qui est directeur littéraire chez Héritage Jeunesse. Vous allez le voir dans 2 maisons aujourd'hui. Donc, c'est Thomas qui s'adressera à vous pour Héritage Jeunesse et pour Frisson un peu plus tard. Donc, je suis certaine qu'il aura beaucoup à vous dire. Ben Thomas, justement, on voudrait te laisser la parole pour commencer un peu, peut-être pour présenter globalement Héritage Jeunesse, puisque tu es à la barre de cette maison depuis déjà quelques années et que tu diriges les différentes collections. C'est peut-être la maison, je dirais, dans les 4 qui serait la plus généraliste, si je ne me trompe pas, donc où on va trouver peut-être le plus de genres différents. Je pense, entre autres, à la collection unique, donc en poésie, qu'on va aborder un petit peu plus tard. Il y a de la bande dessinée avec Simon et Chester. On a du roman dont vous êtes le héros avec la collection Dédale. On a du roman d'aventure. Donc, je la perçois un peu comme la plus généraliste. Est-ce que c'est aussi ce que tu dirais au sujet de cette maison? La plus généraliste, oui, mais la plus éclatée aussi. Mais toutes les divisions sont éclatées parce qu'on pense à Enquête, c'est comme la petite sœur qui est la nouveau-née, là, mais c'est éclaté pareil. Et puis, Mathilde vous en parlera plus en avant. Mais oui, on a essayé. Moi, ce que j'ai aimé dans ce qu'a dit Nicolas, c'est que c'est le plaisir de lire qui nous anime. C'est-à-dire que les collections qu'on a développées sont vraiment axées sur la démocratisation de la lecture, le fait de décloisonner. D'ailleurs, dans Héritage Jeunesse, la devise qu'on avait trouvée, c'est « quoi ton genre ?» Parce qu'en fait,
on s'est rendu compte qu'il y a différents aspects sur lesquels on insiste quand on lit. Il y a bien évidemment le public cible, donc à qui le genre de lectorat, donc à qui s'adressent les livres. Donc, nous, c'est à partir de 5 ans pour Héritage Jeunesse en montant, donc ça va jusqu'aux jeunes adultes, 14 ans et plus. Mais il y a aussi le genre au niveau filles-garçons, parce que, étant donné que c'est des types de lectorat qui sont différents, non pas qu'on va faire des livres spécialement pour les filles ou spécialement pour les garçons, mais on essaye de les réunir autour de l'objet livre. Et il y a aussi, bien évidemment, les goûts, donc les genres, c'est quoi ton genre de lecture, donc tout ce qui est genre littéraire. Et donc là, effectivement, l'objectif était de trouver différents maillons pour venir raffermir Héritage Jeunesse. Héritage Jeunesse qui, à la base, et ça je le rappelle, c'est une maison d'édition qui a 55 ans, donc c'est quand même un des plus vieux groupes éditoriaux au Québec, avec des franchises, notamment avec Radio-Canada. Il y avait dans le temps Bobinette. Moi, je n'étais pas là, je n'étais pas né là, donc, mais étant donné qu'on a eu l'occasion de faire une rétrospective dernièrement, donc c'est quand même des racines solides dans le paysage québécois. Puis nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de faire en sorte que les jeunes s'y retrouvent leur type. Moi, j'ai tendance à dire, j'ai 2 enfants, j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de non-lecteur. Il faut trouver son livre. Puis trouver son livre, ça peut être lire de la bande dessinée comme une revue, mais il n'y a pas... Je pense que ceux qui ne lisent pas, c'est ceux qui n'ont pas encore trouvé le livre qui leur correspond. Tu sais. Donc, peut-être c'est naïf de ma part, mais moi, je suis convaincu de ça parce qu'il y a tellement de diversité. Puis au Québec, on est tellement gâtés avec tout ce qui se publie qu'on peut à un moment donné tomber sur une pépite et puis avoir un véritable coup de cœur. Donc, pour commencer, moi, je vais vous faire juste un petit comment dire, tour d'horizon des différentes collections. Comme l'a suggéré, comme l'a souligné Anne-Marie, on va avoir différents créateurs parce que je trouvais ça important de leur donner la parole parce que nous, on les accompagne, mais c'est eux quand même qui sont au cœur des livres. Donc, par rapport à Unique, c'est l'une des collections qui, finalement, on en parle, puis j'ai montré. Je n'ai pas tous les livres, donc Nicolas et Marie, je vais peut-être vous solliciter pour les montrer quand j'ai parlé des collections, si vous les avez. Donc, Unique, moi, j'ai le premier, le grand frère, qui est comme un ouragan. Puis, Unique, c'est une collection qui est à saveur poétique. Ce n'est pas un recueil poétique, je tiens à le souligner parce qu'on fait souvent l'amalgame, dans la mesure où c'est un roman qui a un début, un milieu, une fin. L'objectif d'Unique, c'était vraiment de faire en sorte que les auteurs se réapproprient un souvenir d'adolescence, un souvenir marquant, un souvenir formateur pour le transmettre aux jeunes et pour lui dire la réalité que tu vis actuellement, ça a été aussi la mienne. Et c'est une collection qui est très sensible, qui est très authentique et qui fait en sorte que finalement, l'auteur se dévoile, se met à nu, quelque part aussi, d'une manière très touchante, avec une mise en page qui est là aussi graphique. Donc, si vous pouvez le montrer un petit peu à l'écran, ce sera... Parce que moi, j'ai du mal à parler, à montrer les choses, je ne suis pas multifonction, désolé. Mais donc voilà, ce sont des romans qui enrichissent l'expérience de lecture, qui se lisent parfaitement à haute voix, avec des sujets qui sont très, comment on pourrait dire ça, Anne-Marie, ils sont très poignants. Oui, puis j'ajouterais, bon, il y a des lecteurs qui aiment les romans à thème. On connaît des collections très connues là, qui abordent des thèmes très précis. Ces lecteurs-là, d'après moi, seraient des lecteurs intéressés par la collection parce que justement, les ouvrages abordent chacun un thème spécifique et je dirais de façon sous toutes ses facettes, c'est-à-dire qu'on va voir le thème qui va être pris de différents angles. Et on se fait tellement souvent demander, puis on a des gens dans la salle, entre autres, qui sont soit avec des populations en francisation ou des populations en milieu minoritaire, francophone minoritaire. On se fait tellement souvent demander des livres high-low, des livres avec des thématiques avancées puis une langue accessible. Puis je trouve que quand on tombe dans la poésie ado, notamment dans la collection Unique, on est pile dans ce créneau-là. C'est-à-dire que c'est des textes qui sont épurés, qui vont à l'essentiel. C'est comme, moi je trouve, des fois je compare la poésie un peu à un squelette, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'essentiel qui est présent, avec
des images très fortes et très poignantes qui amènent le côté high du high-low. Et je ne dis pas ça parce que la langue, elle n'est pas travaillée. Au contraire, elle est très travaillée pour que cette poésie-là, elle reste accessible. Souvent, nous, les adultes, je ne sais pas pour quelle raison, on a comme appris que la poésie, on ne comprenait pas ça puis que c'était épeurant. Parce que c'était vrai à l'époque. Je veux C'était dire, comme ça que ça nous a été ben enseigné, oui, tu lis peut-être. du Paul Valéry ou du Baudelaire, je veux dire, moi j'en ai étudié dans mes études, c'est quand même très hermétique. Tandis C'était que un peu là, barbant, tu sais. ben oui, ben oui. C'était, Donc, tandis que là, on a vraiment voulu l'accessible, c'est vraiment le mot, c'est-à-dire il y a une portée universelle, ce n'est pas anecdotique, c'est-à-dire que l'expérience, c'est de l'autofiction, donc on n'est pas dans l'autobiographie, on n'est pas dans le copier-coller de la vie réelle, mais qui est fortement quand même, des romans fortement imprégnés de l'expérience et du ressenti de l'auteur. Et puis je pense que ce qui en ressort, c'est cette capacité à toucher le lecteur et puis à le rejoindre, même parfois quand ce n'est pas sa réalité, parce qu'il y a des thèmes qui sont tellement variés. L'un des derniers qu'on a fait, c'est sur les menstruations. Moi, personnellement, les menstruations, ce n'est pas ma réalité, bien évidemment, mais c'est un sujet qui est très important et qui permet aussi de se sensibiliser à cette réalité. Moi, j'ai appris énormément de choses que je ne connaissais pas par rapport à tout ce cycle menstruel qui reste très tabou. Donc, c'est l'occasion aussi je vois Mathilde qui sourit. Donc, mais c'est vrai que c'est une occasion de se rejoindre sur un thème qui va rassembler les gens, qui Ben, va Thomas, tu priver. as tout à fait raison, si je peux me permettre. Oui, vas-y, bien sûr, c'est une En discussion. tant qu'éditeur, parce que tu viens de dire qu'auparavant, ouais, la poésie, c'est pas pour rien que ça a pu rebuter certaines personnes parce que bon, ça peut devenir, comme tu dis, hermétique. Il fallait donc oser. Parce que, évidemment, quand on fait un livre, ça prend des sous pour faire des livres. Il faut oser en se disant est-ce que ça va fonctionner ou pas. Mais la manière que les livres de la collection sont ficelés, de par leur thématique et le choix des mots, c'est tellement vis-à-vis au niveau des jeunes à qui c'est voué. Thomas a dit quelque chose avec le livre de Stéphanie Boyer, Le cycle du silence. Il a dit un mot qui dit tabou. Et il a dit un mot, il dit, ben moi, bon, il n'a pas dit un mot, il a dit bien un mot, il a dit, mais moi, si j'ai appris des choses. Anne-Marie et moi, on s'interrompt de manière très polie à travers, puis il y a des choses qui ne sont pas prévues, mais je vais surfer sur ce que Thomas a dit. Parce que c'est moi j'ai choisi de lire Le cycle du silence à travers ce qu'on a lu, parce qu'on avait tellement à lire. Puis voilà ce qui est arrivé. Puis là, je vais essayer de vous montrer comment ça respire. Et puis, vu que c'est tellement d'émotions, il fallait que ça respire, que la mise en page respire, parce que ça suit le lecteur à travers page par page. Bon. Pourquoi ne pas me dire simplement, ben, avoir ses règles, c'est tout à fait normal, tu n'as pas à avoir honte. Comme je n'ai pas envie de discuter, j'obtempère. Dans ma chambre, la page est noire, je rumine la colère. Là, tu la sens encore plus. Tout est réfléchi. Le lendemain, je réalise que j'ai oublié ma boîte de tampons chez moi. Désespéré, je me tourne vers mon ami. D'habitude, on parle de nos menstruations à l'aide d'un nom de code farfelu. Alerte à la marée rouge. T'es dans ta semaine de ketchup. Il y a une scène de crime dans mes culottes. Même entre nous, c'est un peu tabou. Mais pas cette fois. Elle comprend l'urgence de la situation. Elle plonge la main dans son sac, puis la dirige vers moi. Le tampon coincé dans son poing atterrit toutefois sur le sol plutôt que dans ma paume. Près de nous, 3 garçons sont témoins de la scène. Le premier détourne le regard, le deuxième éclate de rire nerveusement, et le troisième m'ordonne de cacher ça. Il n'en faut pas plus pour que toutes les émotions que je ressente se mettent en ébullition. Mon angoisse d'avoir été menstruée en retard, ma colère quand on m'ordonne de sourire, ma douleur physique que personne ne comprend, ma peine devant l'attitude de ma mère, ma rage face à l'imbécilité et aux préjugés. Je me penche pour ramasser ce petit objet qui dérange tant. J'ai presque envie d'éclater de rire. À la place, je fixe chacun des 3 gars en me disant « Faut quand même être un peu con pour avoir peur d'un tampon. » J'arrête ici. Maintenant,
à qui s'adresse cet ouvrage? Aux jeunes filles, aux ados, aux garçons, aux filles, à tout le monde. Et ça permet d'ouvrir des discussions sur plein d'autres sujets qui vont bien au-delà du cycle menstruel, quoique c'est important. Mais c'est important d'apprendre, comme Thomas dit, il y en a appris des choses. Bon, ben, on peut-tu éduquer les jeunes filles comme garçons? Et surtout, c'est de leur apprendre c'est quoi un sujet tabou, parce que souvent, c'est un mot qu'ils entendent, mais est-ce qu'ils savent c'est quoi un tabou? Donc, on peut aussi décortiquer le vocabulaire à travers donc la fiction qu'on leur remet entre les mains. Anne-Marie, est-ce que tu voulais parler, oui, de la collection, je pense? Ben, en fait, je pense que tu as bien présenté la collection, Nicolas. Je voulais juste ajouter peut-être que vous avez entendu Nicolas faire la lecture à voix haute. Ne dites pas aux élèves que c'est de la poésie avant de lire un extrait. Ils ne sauront pas que c'est de la poésie. Ils vont être surpris de voir la mise en page. Et quand je disais qu'on est vraiment dans le squelette, pour moi, c'est un terme positif, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'essentiel. Ben, c'est ça qu'on a vu avec l'extrait que Nicolas nous a lu. Et j'aimerais ajouter, Thomas, on est en train complètement de parler par-dessus non, mais moi, c'est ça. Mais on avait dit que c'était une discussion aussi. Et puis, si j'ai des choses à ajouter, je veux dire, c'est très complémentaire ce qu'on est en train de dire. Donc, oui, exactement. On fait salon. Et puis, moi, c'est une requête, là. Oyez, je fais une requête à la maison d'édition. Comme un ouragan de Jonathan Bécotte a été fait en version audio. Oui. Et moi, je vous supplie de faire tous les livres de cette collection en audio. Je sais que ça coûte cher. Mais je vous explique pourquoi. Pour travailler beaucoup dans les milieux francophones minoritaires, avoir l'accès à l'audio, c'est très précieux parce qu'on peut suivre le texte tout en écoutant la version audio. Et c'est Antoine Charbonneau-Demers, qui est auteur et comédien, qui fait cette version audio. Et la mise en page spécifique, avec certains mots qui sont plus gros, certains mots qui sont plus petits, certaines fois plus pâles, la mise en page spécifique, elle est transmise dans la version audio. On la retrouve en écoutant la version audio. Et c'est vraiment un exercice extraordinaire pour les milieux d'immersion, les milieux francophones minoritaires, d'avoir accès aux deux parce que le texte n'est pas lu trop rapidement et la mise en page, elle est bien transmise. Et en plus, oyez à tout le monde qui est ici, c'est une excellente idée d'activité à reproduire, c'est-à-dire que pour l'instant, il y en a un en version audio, mais vous avez une collection complète. Alors, procurez-vous la collection, faites choisir aux élèves sur quel sujet ils veulent travailler, faites écouter la version audio qui transmet l'intention de la mise en page et ensuite demandez aux jeunes de faire le même exercice. Ils seront obligés de se plonger dans le cœur du texte et d'aller vraiment comprendre les intentions, autant des images qui sont créées par le texte que des images qui sont créées par la mise en page. Puis là, ben, vous avez un atelier de compréhension de lecture, un atelier d'expression orale. Vous avez vraiment un atelier très complet qui se fait à partir de là. Mais c'est vraiment un outil, un support incroyable parce que la version audio, elle est bien faite. Et elle s'écoute aussi indépendamment, à mon avis, du livre. Tu sais, si vous aviez seulement l'audio, on peut l'écouter indépendamment. Mais je trouve que c'est très complémentaire. C'est une autre expérience parce que nous, quand on l'a écouté pour la première fois, tu sais, quand on porte un projet, on a une vision, on a une sensation, mais quand on l'entend sur un autre support, ça donne une autre dimension. Puis, c'était même déstabilisant avec Jonathan quand on l'a écouté pour la première fois parce que s'est dit, mon Dieu, le comédien s'empare du texte d'une autre façon, pose sa voix d'une autre manière que nous, on le lit de manière, comme tu l'as lu tout à l'heure, Nicolas, l'extrait du cycle du silence, mais nous, on l'aurait lu d'une différente façon. Puis c'est ça qui est intéressant dans la collection. Oui, on parle de sujets sociaux comme le coming out, comme la transidentité, comme le suicide, la famille recomposée, les problèmes familiaux. Il y a plein de... on a dit les menstruations et les troubles alimentaires, mais ce n'est pas que ça. Je pense que l'objectif de la collection, c'est vraiment d'être ouvert sur soi et sur les autres. Et je pense que c'est un pari qu'on fait à chaque publication. C'est un pari parce que la barre est haute à chaque fois, mais vu la perception et la réception, on voit que les jeunes s'y retrouvent et puis c'est ça qui fait notre bonheur, quoi.
Bien, absolument. Puis, parce que je vois le temps qui file, alors je vous Oui, propose qu'on continue. on va J'ai lu La continuer. balance du vide, moi, cette Ouais. semaine, et vraiment, je vous dis Julien Leclerc, et vraiment, c'est à découvrir sur le trouble alimentaire chez les garçons. Pour un premier Mais- roman en plus. Oui, absolument. Mm. Alors, je vais un petit peu utiliser ce que tu viens de dire, Thomas, pour t'amener peut-être à parler de une ou d'autres collections. Oui, tout à C'est-à-dire fait. que tu parles de la vision du lecteur. Hein? Oui, Euh, c'est un peu comme quand un auteur donne son texte à illustrer. Tu ne sais pas Ouais. comment ça va revenir, quelle illustration, quelle interprétation va être faite. tout à fait. Eh bien, le lecteur, donc, lit avec son bagage personnel et va aller investir son bagage personnel dans l'ouvrage. Mhm. Une autre façon, regardez le lien que je suis en train de créer, une autre façon de s'investir dans l'ouvrage, n'est-ce pas avec des romans dont vous êtes le héros et des romans dont on peut choisir la destinée, en fait. On va choisir la destinée des personnages. Ce qui m'amènerait à t'inviter peut-être, Thomas, si tu es d'accord, à glisser un mot sur la collection Dédale. Oui, J'ai eu le plaisir de découvrir Mauvais départ de Kurt Martin, donc qui est un roman dont vous êtes le héros, mais avec une particularité, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu. C'est-à-dire que dépendamment des choix qu'on va faire, on va se retrouver dans une histoire. En fait, on va se retrouver dans un genre trajet littéraire. Oui, qui aborde exactement. un genre Exact. littéraire différent. Donc, dans Exact. celui-ci, on a le fantastique, la science-fiction et le roman policier. Ça doit être difficile à faire, un livre comme ça. C'est très difficile à faire. Ça, c'était la bonne mauvaise idée, on va dire, parce que en fait, c'était parti d'un postulat que le roman dont tu es le héros, il y a toujours une frustration, à tomber dans des impasses, deux, à lire le roman et à ne pas pouvoir le relire parce que quand tu l'as lu, ben, c'est fini. Donc, l'idée, c'était vraiment de proposer une expérience à la fois effectivement immersive parce que c'est un roman au tu. Donc, ça fait en sorte que le lecteur devient le narrateur personnage, donc il est au même niveau et il va être amené à faire des choix. Et selon ces choix, il va pouvoir bifurquer dans la science-fiction, dans le fantastique ou le policier, avec des expériences de lecture totalement différentes. Et c'était l'occasion aussi de montrer que la lecture n'est pas linéaire. La lecture n'est pas quelque chose de figé. Parce que souvent, quand on entend les jeunes dire « Ouais, mais un livre, c'est juste des pages avec des mots. » Tu sais, donc, ben non, justement, un livre, ça peut être plus que ça peut être enrichi d'une expérience dynamique. Puis l'objectif de cette collection, c'est vraiment d'amener le lecteur à s'impliquer, à interagir avec l'objet livre. Puis, ça réussit un tour de force, à mon avis, parce que oui, le livre dont vous êtes le héros est très populaire, mais il y a aussi des lecteurs qui sont moins touchés. Je vais vous donner un exemple. Moi, dans la vie, faire des choix, pour moi, c'est très difficile parce que j'ai le FOMO, j'ai toujours peur de manquer quelque chose. Alors, quand je lis un roman dont vous êtes le héros, moi, je le lis en arborescence. Ça devient très compliqué. Je vais aller lire le choix 1, le choix 2. Il y a des gens qui font moi aussi. Puis après ça, j'essaie de tout lire parce que j'ai peur de manquer quelque chose. Puis je trouvais qu'en ayant les 3 genres littéraires, ça nous encourageait à poursuivre dans une veine pour aller jusqu'au bout de ce genre-là en se disant, mais si je recommence après, je pourrais explorer une autre veine, je pourrais explorer un autre genre littéraire. Et pour nous aider, aux gens qui, comme moi, ont de la misère à prendre des décisions, il y a les chemins de lecture aussi. Donc, on nous explique les chemins de lecture possibles pour lire un roman policier, ceux pour lire un roman de science-fiction et bien sûr, à la fin, pour lire un roman fantastique. Et ce qui m'a bien impressionnée, parce qu'on ne peut pas vraiment raconter l'histoire parce qu'il y a 30 histoires. C'est difficile de vous résumer cet ouvrage-là. Parce que vraiment, dans chacun des filons, on va aller dans des histoires, des récits qui sont pas opposés, mais qui sont très, très, très différents les uns des autres. Donc, il faudrait faire 30 résumés. Là. Donc, c'est dur de vous le résumer. Mais on peut se dire, bon, ben là, j'ai lu le policier. À quoi ça ressemble la même histoire en fantastique? Encore une fois, faites une pige avec les élèves avec différents genres littéraires. Vous leur donnez un postulat de base. On a à peu près 5-6 chapitres qui représentent l'idée de base. Là. Et à partir de là, ben, ils ont le postulat de base, ils pigent un genre littéraire, ils doivent écrire une fin. Et c'est pas très long. C'est-à-dire qu'une histoire complète fait peut-être, tu me diras, Thomas, si je me trompe, mais je n'ai pas compté, mais entre
7 et 10 chapitres, peut-être. C'est pas des histoires qui sont très, très longues à lire. Donc, on se plaît à tout de suite recommencer une deuxième fois l'histoire. Mais ça, c'était aussi notre ambition, c'est-à-dire que dans les faits, il y a un parcours qui est court, moyen et long, ok? Puis qui fait en sorte que si on est un lecteur qui est beaucoup plus impatient, qui est beaucoup plus frénétique, là, qui a besoin de lire de manière très, comment dire, énergique, ben on va y trouver son compte, quitte à reprendre un autre lien et un autre parcours, parce qu'on ne voulait pas que le lecteur s'ennuie. On voulait que le lecteur, qui est quand même une dynamique avec le lecteur où il est toujours sur le qui-vive, où il va faire des actions. Donc, c'est une lecture qui est très qui est haletante. On n'est pas dans quelque chose qui est plan-plan, où le lecteur est amené à faire des choix et ces choix-là vont déterminer finalement, même au sein d'un même genre littéraire, il peut arriver aux épilogues parce qu'il y a 3 épilogues dans chaque genre littéraire, donc il y a différentes fins aussi. Donc, à l'intérieur d'un même genre littéraire, on peut avoir différentes histoires. Donc, ce n'est pas simplement les 3 genres distincts, mais à l'intérieur d'un genre, il y a plusieurs passages et chemins à explorer. Et donc, oui, effectivement, pour revenir à ta question d'origine, c'est un casse-tête à faire à la base, mais quelque part, je pense que moi, je trouve ça le fun, en fait. Je trouve ça, on parlait justement du plaisir de lire, et je pense que là, ça montre que ben, la lecture devient une aventure totale, immersive. Et ça me rapporte à ce que je disais au début quand je disais que la lecture, puis comprenez-moi bien, c'est important qu'on évalue les compétences en lecture des jeunes à travers leur cursus et leur parcours scolaire, c'est très important. Il faut aussi leur partager le plaisir de lire. Il ne faut pas que chaque livre qu'on leur remet entre les mains soit évalué ou qu'on leur demande un compte-rendu ou qu'il y ait un examen. Et puis, c'est exactement ça dont Thomas nous parle, c'est que la lecture devient un divertissement. Puis les tablettes, il faut arrêter de se battre contre. On ne peut pas se battre contre ça, mais on peut se joindre à ça. Puis on peut leur présenter un autre genre de divertissement qui est la lecture pour le plaisir de lire. Et tout ce qu'on vous présente aujourd'hui, qu'on passe, qu'on va avoir des albums, qu'on passe du roman à d'autres sortes de livres, le plaisir de lire, c'est aussi se faire lire. Et je pense qu'à date, tous les livres dont on parle peuvent être partagés à voix haute aussi. Et ça, c'est un partage que je pense que quand on présente des romans plus vieux, il vient un âge où on arrête de faire la lecture à voix haute aux jeunes, comme de 12 ans, même les ados, alors qu'ils demandent que ça, puis ils suivent l'aventure. Quand on leur fait goûter ça. J'aimerais ça faire un commentaire sur les romans dont vous êtes le héros, parce que bien que je ne suis pas une grande lectrice de ce genre de roman-là à la base, j'ai trouvé un certain plaisir, un plaisir certain en fait, dans mes dernières lectures. Je me suis vraiment rendu compte qu'avec un groupe, ça peut être l'occasion d'extraordinaires discussions parce qu'on se retrouve souvent avec des personnages qui doivent faire un choix entre oser quelque chose de dangereux ou maintenir une ligne plus sécuritaire. Bon, par exemple, dans Mauvais départ, à un moment donné, l'adolescent est dans la cour d'école et il a le choix entre aller dans un entrepôt où il voit qu'il y a probablement des malfaiteurs ou retourner en classe puis rentrer à l'heure à son cours. Et moi, je suis une personne très, très sage. Là. Tu sais, moi, je rentre en classe. C'est sûr que je ne veux pas arriver en retard à mon cours. Mais je suis dans un roman. Fait que j'ai le droit d'aller faire une activité un peu plus, de prendre un choix qui est plus audacieux. Et je trouvais que, justement, ça peut amener à de très belles discussions pour que les élèves eux-mêmes déterminent ce qu'il conviendrait de faire dans la vraie vie et ce qu'il conviendrait de faire dans le roman. Je trouve que ça donne lieu à ces échanges-là. Tout à fait. Et en effet, ce que tu dis, Anne-Marie, si tu permets, ça va me permettre de surfer sur une autre collection qui nous propose des lectures immersives, qui est la collection Sphinx. Ce qui me permet... tu vois comment moi et Anne-Marie, on ne sait pas parler, mais elle accepte. Mais oui, mais on est dans l'interactif et dans tu les héros, donc ça tombe bien, c'est très bien. Oui, et excusez-moi, j'aimerais vous aviser que notre première invité est arrivé. Alors, on a un auteur dans la salle, Mathieu Fortin, qui est parmi nous. Bonjour, Mathieu. Je vais laisser peut-être Nicolas finir ce qu'il avait commencé, puis ensuite, on va prendre quelques instants avec Mathieu, bien certainement. Mathieu, tu sauras me pardonner, bienvenue. Je voulais vraiment parler de deux choses. La lecture immersive est très importante parce que, comme Thomas en parlait, la lectrice, le lecteur
est appelé à participer à l'action. C'est plus comme dans le temps, choisis pour le héros, est-ce qu'il va faire ça? Là, c'est toi. Tu te sens vraiment interpellé d'une manière différente. Et ce qui est génial avec ces livres-là, c'est qu'on peut les lire comme on veut. On peut tout lire comme Anne-Marie qui va lire tous les soirs. On peut tenter le jeu. On peut dire un jeu, hey, lis-le comme tu veux. Ça, c'est génial. Maintenant, je vais parler d'autre chose et je vais vous présenter le livre. On a des vétérans de la littérature jeunesse au Québec. On en a un avec nous là, qui va parler dans quelques instants. Il y en a un, je vais vous en parler de quelques autres et je voudrais vous parler de Paul Roux. Paul Roux Thomas? Et Paul Roux, il va venir tout à l'heure. Il va être avec nous dans 15 minutes. Ben oui, mais vous n'étiez pas supposé de le dire. Mais pardon, excuse-moi. Ah, ben là, je pensais qu'on avait eu un problème de communication. Paul Roux va venir vous parler de ses livres. C'est des joies du direct. C'est correct. De la collection Sphinx. Ouais. Et je vais vous présenter les livres Jungle Noire et Désert Rouge. Là, vous allez retenir ces titres-là. Je vais vous reposer la question tantôt. C'est quoi les titres que je vous ai demandés? Je vais laisser Paul en parler. Et après, moi, je vais vous dire ce que j'ai réussi à faire avec des jeunes avec les livres de Paul. Et pour le moment, on cède la parole à Mathieu. Bonjour, Mathieu. Juste avant de céder la parole à Mathieu, je vais juste introduire deux choses parce que ça me permet de faire la transition. Mathieu a été l'un des premiers auteurs à écrire aussi pour Sphinx. Donc ça, c'est important de le souligner. La série dont il va parler est un dérivé d'un Sphinx, c'est-à-dire ses défis virtuels. La collection Sphinx, rapidement, pour mettre un peu la table pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une collection dont le principe, encore une fois, est de proposer une lecture immersive, donc c'est une lecture au-dessus, qui est non genrée, ça c'est important de le souligner, c'est-à-dire qu'il y a l'accord épicène, donc le point E, on l'a fait pour les derniers, et qui permet véritablement d'avoir encore une fois une expérience de lecture, parce qu'à chaque fois qu'on finit un chapitre, on a une énigme qui nous est posée sous forme soit d'une devinette ou soit d'un repérage, c'est-à-dire que ça va aiguiser notre sens de l'observation qui va nous demander de réfléchir. Okay? Donc, ça peut être en lien avec un peu une énigme du Sphinx, c'est pour ça que c'est la collection. On aime beaucoup la mythologie, donc on s'en inspire beaucoup. Et ça va nous donner soit un mot, soit un chiffre qui, dans la table des matières, va nous donner la prochaine étape de lecture. C'est-à-dire qu'on va continuer notre lecture en fonction du mot-code ou du chiffre qui va être identifié. Et donc, on va pouvoir trouver la bonne page. Faites votre table des matières. Ouais. C'est un fouillis total. Juste à temps où vous commencez votre lecture, parce que si vous regardez juste les chiffres, mathématiques, ça ne marche pas là. Non, tout a été crypté. Et puis, si tu ne résous pas l'énigme, eh bien, l'aventure va être un peu plus galère. Oui, mais tiens aussi, on a tenu à mettre le sens de la lecture à la fin qui permet justement à la fois de ne pas se décourager et d'aller vérifier dans le sens où donc ça permet de, si on est perdu dans ta lecture, de vraiment aller chercher les choses. Mais on reviendra à Sphinx avec Paul tout à l'heure. J'introduis Mathieu par l'entremise de la collection, une collection qui est quand même récente, qui s'appelle Vega, donc qui nous amène du côté des littératures de l'imaginaire, donc de la science-fiction, entre autres. Et la volonté de Vega était vraiment de réfléchir à notre rapport à la technologie. On le sait, les jeunes sont des très grands consommateurs de technologie, de tablettes, de jeux vidéo. C'est un fait établi, ce n'est pas pour leur faire la morale, mais on trouvait intéressant de réfléchir avec des romans à notre rapport qui est quand même assez fusionnel à ce mode de plus en plus, les natifs numériques, les nouveaux jeunes qui sont nés maintenant ou qui sont nés il y a 20 ans n'ont pas connu l'avant numérique, ils ont connu le tout numérique. Et donc, le fait d'arriver à un carrefour où tout se dématérialise, où on arrive véritablement à ce que la technologie et on crée un sentiment de dépendance. Je trouvais que c'était intéressant de venir questionner ce rapport-là, non pas d'une manière moralisatrice, mais simplement de concevoir ce rapport qui est quand même très prenant. Donc, avec Mathieu, comme je le disais en introduction,
on avait commencé à explorer cette thématique dans Défi virtuel chez Sphinx. On a voulu poursuivre avec la collection, la série Destination Finale. Puis je vais lui donner la parole pour qu'il puisse nous raconter ce roman-là. Mathieu, la Pendant parole que est à toi. Mathieu ouvre son micro, je vais juste dire que je suis un peu jalouse de ton environnement, Mathieu. On dirait qu'il y a vraiment un esprit de Noël chez toi. Oui, est-ce que vous m'entendez? On Très t'entend bien. très bien. Excellent. En fait, oui, je fais des animations virtuelles de Noël là, pour jusqu'à la semaine prochaine. Donc, j'ai mon décor de cadeaux derrière moi. Donc, je suis très content d'être là avec vous ce matin pour parler de Destination Finale, en fait. Là. Donc, j'ai les 2 volumes avec moi pour vous les montrer. Donc, couverture que j'adore d'ailleurs. L'idée de départ, moi, l'idée de départ est venue pendant la pandémie de cet univers-là. Moi, la pandémie ici, avec mes enfants, c'était très simple. Ils jouaient beaucoup dehors, toujours. Et j'ai constaté qu'il y avait énormément de gens qui se plaignaient sur les réseaux sociaux que leurs enfants, dans ce manque de structure-là du début de la pandémie, avec l'école à la maison et tout ça, se référaient énormément aux jeux vidéo. Ça devenait un refuge et ça devenait difficile de les décoller de là. Et le petit flash est venu de mélanger ces 2 idées-là. Donc, si le jeu vidéo s'arrête sur la console, sur la tablette, sur le téléphone, et qu'on doit sortir dehors pour que le jeu continue, c'est ça l'idée de départ. Et là, ça existe déjà, la réalité augmentée, donc, entre autres, Pokémon Go sur les cellulaires, là, donc, où on voit par l'écran du téléphone des éléments virtuels qui ne sont pas présents pour vrai. Donc, je me suis dit, on peut aller là-dedans. Et rapidement, j'ai vu des problèmes qui pouvaient arriver parce qu'il y a eu des problèmes dans la vraie vie avec ce genre de trucs-là. Donc, des jeunes qui se sont fait frapper par des voitures parce qu'ils traversaient la rue en courant après un Pokémon qu'eux seuls voyaient dans leur écran. Donc, je me suis dit, OK, on peut aller vers ce genre de problématique-là avec la question jusqu'où tu vas jouer, en fait. C'est un peu ça l'idée dans Défi virtuel. Dans la collection Sphinx, et j'ai tellement aimé développer ce faux jeu vidéo-là, qui est un jeu d'aventure avec énigmes, multijoueur en ligne, là, ce genre de jeu auquel les jeunes jouent et qui ne fait pas partie du tout de mon univers à moi. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à développer tout ça avec Thomas qui jouait un peu le rôle du chien de garde du jeu vidéo là, pour être sûr que ça se tienne bien, tout ça, parce que moi, ma compétence en jeu vidéo, c'est Super Mario sur la Super Nintendo. Oui, alors que Donc, moi, je joue. Donc, ça voilà. permettait de mettre un peu plus de réalisme, tu sais, dans l'affaire. C'est ça, exactement. Fait que j'ai beaucoup aimé développer tout ça. Donc, quand Défi virtuel approchait de sa sortie, j'ai lancé l'idée de reprendre cet univers-là, mais dans un format de roman traditionnel. Donc, avec l'idée d'aller fouiller vraiment un personnage et sa psychologie dans cet univers-là, au lieu d'y aller avec un personnage anonyme, parce que dans la collection Sphinx, les personnages sont anonymes pour qu'on puisse s'y identifier le plus possible. Donc, c'est ça l'idée de départ et c'était de pousser jusqu'où tu vas aller dans le jeu. Parce que la petite twist là-dedans, c'est qu'une fois que tu places les lunettes, les écouteurs et les gants, si tu les enlèves, tu perds le jeu. Tu perds tout ce que tu as accompli dans le jeu. Donc, tout est à recommencer. Donc, je voulais pousser les gamers jusqu'où ils iraient avant d'arrêter de jouer, en risquant de tout perdre. Parce que c'est ça, là, quand on joue beaucoup à des jeux vidéo, je pense que ça devient une partie réelle de notre vie et de perdre ces personnages-là avec lesquels on passe beaucoup de temps, ça devient quelque chose de très, très difficile. C'est un dilemme, en fait, là, pour ces gens-là. Donc, l'idée étant que notre personnage d'Emilien va être confronté à ça dans le premier volume. Il va tester cette technologie-là en cachette de son équipe de joueurs parce que c'est quelque chose qu'il doit garder pour lui. Donc, déjà, il y a cette dimension-là aussi de je joue en cachette, je ne partage pas cet univers-là avec personne. S'il en parle, il perd tout. Et on tombe rapidement dans une espèce d'ambiance où le personnage ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il y a dans le jeu. Et cette ligne-là devient de plus en plus floue. Moi, c'est là-dessus que je voulais aller travailler. Donc, dans le volume 1, on explore ça et le personnage doit se rendre jusqu'à faire des choix qui ne devraient pas être faits, en fait, là. Donc, choisir de sauver le personnage du jeu vidéo et non pas une personne en danger dans la vraie vie. Donc, on veut tester ça avec lui. Et comme il fait ce choix-là de gamer, on le recrute
pour continuer des tests sur de nouvelles technologies. Donc, dans le volume 2, on va plus loin, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus d'appareillage entre le joueur et le jeu. C'est une puce électronique dans le cerveau qu'on implante. Et le jeu peut survenir n'importe quand. Et la différence étant que personne ne peut se douter que ça peut se produire parce qu'il n'y a aucun signe extérieur de cette technologie-là, parce qu'elle est implantée dans le cerveau. L'exemple que je donne toujours quand je l'explique, c'est quand je parle à des élèves, je leur dis, tu es dans ta classe, tu as la puce qui est implantée, personne ne le sait, et tout à coup, c'est plus un prof devant la classe, c'est un monstre, plein de tentacules, qui porte une clé au cou. Le plancher, c'est plus du terrazzo, c'est plus des tuiles, c'est de la lave. Les autres élèves, c'est plus des élèves, c'est des roches. Et toi, tu dois récupérer la clé. Il faut que tu le fasses. Si tu ne le fais pas, tu perds. Donc, qu'est-ce que tu ferais? Jusqu'où tu irais dans ce jeu, dans le jeu, jusqu'où tu te rendrais? Donc, ça, c'est l'idée générale de la chose. Mais évidemment, c'est de la science-fiction qui explore un futur proche avec notre relation avec la technologie. Donc, on est toujours confronté à des choix et il y a toujours un des gros thèmes de la série, c'est la relation entre le réel et le virtuel. Donc, on joue beaucoup sur cette ligne-là, à quel point ce qui se produit est vrai ou à quel point c'est la perception du personnage qui est trop pris dans le jeu vidéo. Donc, on va beaucoup jouer sur cette ligne-là. Et voilà, en ce moment, on est en train de travailler sur le 3e volume qui va conclure tout ça. Donc, on a Immersion, qui est le premier, Distorsion, qui est le 2e, et Déconnexion, qui sera la fin. Donc, le titre peut vous laisser présager vers quoi on s'en va. Donc, quel sera le choix final du joueur en question. Mais peut-être pas. Peut-être qu'on joue avec vous. C'est ça aussi l'idée, c'est de jouer avec le lecteur et d'essayer de vous emballer dans quelque chose qui peut-être va se révéler finalement être très différent de ce que vous pensiez qu'on est en train de faire. Puis, Quel Mathieu, suspense. j'aurais une question pour Mathieu. Tu disais que les objectifs de la série, de questionner justement ce rapport-là aux jeux virtuels. Là, étant donné que la série est sortie depuis un certain temps, je présume que tu as eu l'occasion de parler avec certains ados de leur lecture et qu'ont-ils à dire de cette espèce des dérives finalement possibles? Parce qu'on est dans la science-fiction, mais c'est pas très, très loin. C'est pas très, ça. très. C'est fiction, mais c'est pas très loin. Pour moi, ça flirte avec l'horreur quand on arrive là, parce que tu te dis, ah, ça pourrait tellement arriver, tellement proche, ça donne des frissons. Tu sais. Donc, leur réaction aux ados, quelle est-elle par rapport à ces dérives-là? En fait, eux, ils ne voient pas, je pense, en tout cas, ce que je perçois, là, c'est qu'ils ne voient pas nécessairement qu'il y a un problème là-dedans. Pour eux, c'est normal, ça va là. Et en fait, ça amène souvent la discussion sur le fait que la majorité des gens jouent à des jeux vidéo sans s'en rendre compte. Combien de personnes jouent sur leur cellulaire à des jeux de cartes ou du Scrabble, des choses comme ça. C'est un jeu vidéo. À partir du moment où tu le fais sur ton téléphone, c'est un jeu vidéo. Et je ne sais pas si vous avez vu passer ça là, dans les dernières années, mais l'application Scrabble avait changé des règlements, puis ça a fait un tollé parce que pour les personnes plus âgées qui jouaient à ça, ça amenait des problématiques de règlements qui ont changé, puis tout ça. Donc, le jeu vidéo, c'est rendu partout. Les jeunes, ils le perçoivent comme ça beaucoup. Après ça, mais quand je présente habituellement, quand je parle du premier livre, ça va. Puis quand je parle quand j'introduis la puce dans le 2e, c'est là qu'il y a de la réaction un peu plus. Là, on dirait que ça les stresse un peu plus, là, ce volet-là. Mais pourtant, c'est quelque chose qui est en développement en ce moment, là, les puces pour contrôler des trucs. Là. Puis on commence à être là-dedans. Là, les gens qui ont des problématiques dans le système nerveux commencent à avoir beaucoup de trucs de prothèses, par exemple, qui fonctionnent grâce aux impulsions électriques du corps. Donc, on est là, déjà. Donc, le jeu vidéo, là-dedans, c'est un prétexte pour montrer que on va peut-être accepter ce genre de technologie-là beaucoup plus facilement que ce qu'on pense, mais il y a des problèmes qui peuvent s'en venir. Donc, moi, je passe par le jeu vidéo dans ce truc-là, mais l'idée, c'est vraiment d'aller travailler sur notre relation avec cette technologie-là en développement. C'est super intéressant. Merci, Mathieu. Je vois que Thomas a levé la main.
Oui, je voulais pas vous interrompre, juste pour conclure, parce qu'effectivement, on pourrait en parler pendant de longues minutes, mais comme tu dis, toi, tu es la maîtresse du temps et leur fil. Mais ce qui est intéressant aussi dans la collection, la référence qu'on a prise pour développer les différents romans, c'est la série Black Mirror. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une série qui est très troublante parce qu'elle a l'air, justement, Anne-Marie, comme tu disais, ça a l'air très loin de nous, mais très proche en même temps. Donc, il y a un effet miroir un peu déformant qui nous met dans des situations où on rit, mais ce n'est pas tellement drôle parce qu'on se moque des situations dans lesquelles les personnages se trouvent, mais potentiellement, on pourrait s'y trouver dans la même situation. Et dans Destination Finale, ce qui est intéressant, c'est que toutes les parties qui se trouvent dans le jeu vidéo sont identifiées par une mise en page spéciale, c'est-à-dire qu'il y a un habillage qui fait en sorte qu'on a la distinction entre le jeu vidéo et le roman traditionnel, ce qui permet aussi au lecteur de voir qu'on est dans deux réalités parallèles. Donc, oui, exactement. Tu fais bien ça, Mathieu. C'est parfait. Donc, merci, Mathieu, pour ton intervention. Et puis, bonne continuation dans l'écriture du 3e. Yes, merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci d'avoir été Ça là. fait plaisir. Bye. Bye bye. Alors, justement, on a un autre invité qui était prévu à 9h40, qui est déjà dans la salle, qui est parmi nous. On a eu l'occasion tout à l'heure de glisser un petit mot, pardon, Nicolas, on a vendu ton punch, mais on a eu l'occasion de glisser un petit mot sur la collection Sphinx et on a la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui Paul Roux. Bonjour Paul. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Tout va Merci bien? d'être OK. avec nous aujourd'hui. Là, je suis à pour l'université, parler. je suis en train de donner un cours, là, alors je me suis arrêté pendant mon cours pour venir faire le petit Zoom parce que ça tombait en même temps. Donc, c'est les locaux de l'université dans l'Outaouais. Merci infiniment. Franchement, on est très, très choyés que tu aies interrompu cette présentation-là pour être parmi nous. Donc, Thomas, avais-tu prévu une petite introduction de ce côté-ci ou si… Oui. On pourra revenir brièvement par rapport à Sphinx. Donc, là encore, l'idée, c'était, comme je l'ai présenté tout à l'heure, c'était d'avoir une lecture immersive, une lecture qui participative, donc interactive, qui n'est pas, encore une fois, un livre. Là, on n'est plus dans le livre dont tu les héros traditionnels, puisqu'il n'y a pas à proprement parler de choix à faire, hormis celui de résoudre une énigme. Et là aussi, Paul, dès le début, parce que Paul, on se lance des défis littéraires à chaque fois, puis c'est comme il embarque dans mes idées folles, et puis il ne sait pas où il s'embarque, mais on y va, et puis on essuie les plâtres. Puis ça a été l'un des premiers auteurs avec Mathieu à se lancer dans l'écriture de Sphinx sans savoir vraiment, il y a eu essai-erreur, et puis il le sait combien c'est précieux de pouvoir réfléchir et de pouvoir échanger, de brasser des idées avec lui. Et donc, il a commencé par écrire un livre il en écrit 2, Piège infernal et puis Mémoire sombre. Ça, dans Sphinx, il y a 2 niveaux. Il y a un niveau qui est plus pour les 12 ans et plus et un niveau qui est plus pour les 9 ans et plus. Puis les 9 ans et plus, après, Paul a décidé de s'emparer aussi de cette thématique-là pour les plus jeunes, avec des énigmes qui sont différentes. Donc, on peut avoir des pictogrammes, on peut avoir une autre résolution des énigmes. Mais ce qui fait la richesse de l'expérience de lecture, c'est qu'il s'inspire de ses propres voyages. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'on peut l'entendre nous raconter un peu ce qui a fait un peu la matière de ces sujets-là. Là, Thomas, il me vole tous mes punchs. Ah, pardon, mais excuse-moi. C'est l'avant-midi des vols de punch aujourd'hui. Oui, c'est ça, pour compléter ce que Thomas a dit, c'est que c'est ça. Au départ, l'objectif, c'était, au lieu d'avoir un roman qui est écrit dans l'ordre, c'est pas justement un roman dont on est héros, c'est un roman qui est vraiment comme un labyrinthe dans lequel il faut retrouver son chemin. Le but, c'est que le lecteur participe au roman et c'est écrit au-dessus, ce qui est assez déstabilisant au début parce qu'on écrit au jeu, on écrit il, on raconte, mais là au-dessus. Donc, ça veut dire que l'auteur, le personnage et le lecteur, on est la même personne. Donc, tu es dans l'action, on s'identifie plus. Et arrivé à la fin de chaque chapitre, il y a une énigme pour trouver où se cache le second chapitre. Et il faut se retrouver dans ce labyrinthe pour faire le chemin jusqu'au bout. Je les ai testés sur ma fille qui avait à l'époque 10 ans, 12 ans, et elle a trouvé toutes les énigmes. Les énigmes de la collection Sphinx du départ sont un peu plus compliquées parce qu'il y a beaucoup plus de mots. Il y a 38 000 mots dans un Sphinx, tandis que les autres, il y en a 18 000 et les énigmes sont un peu plus simples. Donc, les premiers étaient inspirés de l'univers d'Internet, d'escape room, etc., etc. Et Thomas m'a dit, ce serait bien d'en avoir pour les plus jeunes, pour les introduire.
Alors, je me suis inspiré de mes voyages. Donc, je suis allé au Costa Rica, j'ai dormi dans la jungle, j'ai parti une histoire là-dessus. Je suis allé en Namibie, en self-drive safari pendant 3500 km. J'ai vu de toutes sortes d'animaux et de toutes sortes de choses. Je m'en suis inspiré ici. C'est dans les Caraïbes, sur la Guadeloupe, mais c'est aussi inspiré d'Hawaï. Et ici, c'est au Pérou, où il y a les lignes de Nazca, les momies, Wari, il y a toutes sortes de choses. Il y a un désert d'Ica qui est un des déserts les plus sauvages de la planète et les plus secs. Donc, à partir de là, j'ai écrit des histoires basées un peu plus sur l'aventure, sur la découverte. Et vu que j'ai visité ces lieux vraiment, je me suis inspiré des endroits qui existent, je les ai décrits et je suis allé ensuite chercher, fouiller pour la culture, sur les coutumes, sur certains éléments pour compléter. J'ai appris par exemple en Namibie, parce que c'est le pays où il y a plus de scorpions sur la planète, il y en a des centaines, je n'en ai pas vu un seul en 3 semaines quand je suis allé, mais il y en a beaucoup supposément. Et j'ai appris que les scorpions, quand ils ont des bébés, ils les portent sur leur dos. Et ils sont translucides, ils sont microscopiques, il y en a plein. Alors, je me suis renseigné sur plein de choses qui se découlaient du voyage, mais qui se sont ajoutées pour le livre, pour dépayser le lecteur. Moi, quand j'étais jeune, je lisais Jules Verne, qui allait le tour du monde, qui faisait toutes sortes de choses, et j'avais un peu envie de faire la même chose, mais en m'inspirant des vrais lieux où je suis allé, où j'ai senti vraiment ce qu'était ce pays, ce qu'était cette culture, ou ce qu'étaient ces anciennes cultures dans certains cas, et je m'en suis inspiré. Et le but, c'est de vraiment donner envie de lire et de s'évader à travers la lecture et de travailler pour faire son chemin dans le livre. Donc, c'est un peu tout ça, la collection Sphinx, qui était un beau défi. J'ai fait 6 livres en tout pour l'instant. Mais dans le fond, c'est une collection qui nous donne envie de s'échapper du labyrinthe, mais d'entrer dans le pays, en fait, d'entrer dans le voyage finalement. Donc, on veut à la fois s'échapper, mais on a envie d'après aller voyager, aller découvrir ces endroits-là parce que justement, ils sont transmis avec une connaissance des lieux, puis on a vraiment l'impression d'y être nous aussi, là. Oui, et puis en même temps, c'est quand même spécial aussi de pouvoir. J'ai préparé une présentation parce que beaucoup de gens me le demandaient, où inspiré des voyages, tous les animaux que j'ai vus incroyables, que j'ai vus en Afrique, en Namibie, on doit s'arrêter si un éléphant passe sur la route. Il y a un éléphant qui peut passer sur la route. S'il nous regarde et qu'il agite ses oreilles, ça veut dire recule, parce que là, il n'est pas content. Donc, on apprend plein de choses et on est confronté à des choses qu'on voit toujours dans les films qui paraissent impossibles. Mais oui, on peut aller visiter ces pays, oui, on peut voir ces choses-là, et ceux qui ne peuvent pas le faire à travers les livres. Moi, je trouve c'est important de toujours m'inspirer de quelque chose de réel. J'aime bien avoir de la fiction, mais il faut qu'elle soit crédible et qu'on pourrait, le surnaturel un petit peu peut-être parfois, mais c'est vraiment, tout ça, on pourrait le vivre, ça pourrait nous arriver. Comme par exemple en Namibie, il y a une ville fantôme aussi qui s'appelle Comanskop, qui a été abandonnée, où ils avaient créé une mine de diamants, puis ils ont tout laissé les maisons, et c'est tellement sec que les maisons sont encore entières, mais elles sont remplies à moitié de sable. Donc on a l'impression d'être dans un western spaghetti, c'est vraiment spécial, et ces endroits-là, on ne les connaît pas, mais ils valent la peine d'être découverts. Et à travers le livre, ça me permet de les mettre en évidence, et moi j'aime beaucoup, c'était pour moi un beau défi de faire ça, justement. Grâce à Thomas, qui m'a poussé dans le dos pour me dire « vas-y ». Je veux juste faire une petite note ici. Est-ce que tout le monde a noté les noms de nos intervenants? Parce que inviter ces auteurs dans vos classes, je veux dire, c'est tellement intéressant. On avait une dizaine Oui, moi de je suis dans minutes. culture à l'école, j'ai beaucoup de demandes et j'adapte mes ateliers en fonction de plein de choses. Donc justement, si je n'ai pas un atelier figé, parfois je peux les adapter par rapport à une réalité ou une autre. Et justement, à travers ça, on parle de culture, on parle de gens de différents pays, on parle de mélange, on parle de comprendre l'autre, on parle de découvrir l'autre. Et tout ça, c'est merveilleux, je trouve, à travers les livres et après de pouvoir le faire en vrai dans une classe, oui. Puis avec les énigmes aussi, là, on peut travailler tout le travail collaboratif avec les élèves, là. Donc, c'est pas... Il y a, dans les jeux de société, par exemple, il y a des jeux où il y a des gagnants, puis il y a des jeux où il y a des perdants, mais il y a des jeux collaboratifs. On peut l'aborder vraiment avec cet aspect collaboratif ou en équipe de 2, en équipe de 3, ils doivent trouver les résolutions des énigmes pour poursuivre la lecture. Je pense qu'il y a une belle exploitation aussi de ce côté-là qui peut se faire en lecture de groupe pour encourager les jeunes aussi à poursuivre la lecture. Tu sais, on en a toujours des plus petits lecteurs là, qui vont avoir envie d'abandonner plus tôt, mais là, il y a vraiment un désir de continuer parce qu'on veut réussir à progresser dans l'histoire aussi. Oui, puis souvent aussi, il y a un côté un peu qui est intéressant pour les jeunes, c'est de découvrir, des fois, il y a des fausses pistes. Quand on enquête et qu'on cherche, des fois, on se fait des fausses idées, des fois, on a peur pour rien, des fois, on croit que c'est quelque chose et c'est tout à fait autre chose. Et tout ce jeu de fausses pistes qui fait que des fois, on amène le lecteur au bord du gouffre, mais il n'y a pas de gouffre. C'est juste qu'il a cru ça. Et d'un coup, on se retrouve à la réalité. Et c'est ça qui est fantastique de jouer avec ça, parce que finalement,
C'est tout le temps ça, la réalité. On a souvent peur pour rien et on se crée des fois nos propres peurs. Et à travers ces livres-là, on fait notre chemin pour arriver tout seul, des fois, à découvrir. Mais des fois, on se fait un petit peu peur, des fois, il y a du suspense. C'est ça qui est intéressant aussi dans l'aventure. Bien, merci infiniment d'avoir pris ce temps pendant le cours pour venir nous parler aujourd'hui. Messieurs, Nicolas, Thomas, si vous avez quelque chose à ajouter, merci. sinon, on va pouvoir En laisser tout cas, Paul... merci de m'avoir invité, de toute façon. Et puis moi, de toute façon, vu que j'enseigne à des gens qui veulent devenir des futurs auteurs et qui font de la BD et tout, je les incite justement à découvrir tous les organismes qui aident justement à la promotion de la lecture, comme Comics Engine, toutes ces activités qui arrivent, la culture à l'école. Et il y a de plus en plus, et c'est merveilleux parce que ça rend tout ça accessible. Et l'important quand on fait un livre, c'est qu'il soit lu. Donc, plus il rayonne, plus les auteurs sont heureux. Définitivement. Merci beaucoup, Paul. Merci bientôt. d'être venu. Et joyeux Noël, hein, tout le monde. Oui, joyeux Noël. Pareillement. Au revoir. Alors, en tant que gardienne du temps, oui, Nico, tu veux ajouter quelque chose? Ben là, je vous avais dit que j'allais vous revenir. Oui, c'est vrai, tu as raison. Oui, c'est vrai. On va voir si vous avez écouté. Il les a présentés 3 fois plutôt qu'une. Alors, vous avez 30 secondes pour écrire un titre de Paul Roux dans le fil de conversation pour voir si vous suivez comme il faut. Merci, les amis. C'est juste pour vous tenir réveillés. Je vais faire ça un couple de fois au courant de la journée. Je tiens à préciser quelque chose autour de Paul Roux quand je parlais des vétérans de la littérature jeunesse au Canada, en français. C'est important de les connaître. Voici ce qui se passe avec la collection Sphinx qui atteint 2 succès. Quand un jeune tripe sur un livre de Paul Roux, tu lui as fait découvrir son univers, tu peux lui expliquer, ben, il y a des chances que si tu vas à la bibliothèque puis que tu ne sais pas quoi choisir puis que tu vois le nom de Paul Roux, ben, il y a peut-être des chances que tu aimes ce livre-là. Ça va pour les créatrices et créateurs. Même chose pour les collections. Un jeune qui tripe de s'être immersé dans un roman de la collection Sphinx où, on a moins le temps d'en parler là, de Vega, mais bon, moi j'avais lu le livre de Kevin Girard. Oui. Dans un futur qui n'est pas si loin que ça. En fait, c'est dans 52 ans. Fait que faites réfléchir à vos jeunes où tu penses que tu vas être, toi, dans 52 ans. Mais bref, quand tu tripes un livre d'une collection, parce que c'est un genre que tu aimes, qui te divertit, ben, fais confiance à la collection. Les jeunes connaissent les collections. Ils connaissent peu les maisons d'édition. Pas que Frisson, maintenant, c'en est une. Mais ils vont savoir c'est quoi Frisson, Goosebumps, tout ça. Donc, faisons-leur découvrir les collections. Comme ça, c'est un gage de succès de lecture si eux et elles se cherchent une prochaine lecture. Oui, tout à fait. Je ne sais pas, il nous reste 9 minutes pour cette première présentation. Thomas, est-ce qu'il y a une collection que tu aimerais spécifiquement présenter ou si je fais un lien de mon côté? Je vais parler parce qu'on parlait de voyage, d'exotisme, mais je pense que Sirius, ça peut être une bonne passerelle. Donc, Sirius, qui finalement est le pendant plus fantastique, mais plus aventure, un peu à la Indiana Jones de Vega. Donc, Vega, c'est plus science-fiction. Sirius, c'est les 2 littératures de l'imaginaire, mais avec quand même une assise qui est très réelle. Dans le cas, justement, Nicolas l'a montré, des livres d'Elisabeth Turgeon, donc Les Aventuriers des Mondes Perdus, l'auteur va visiter par l'entremise de ses personnages des civilisations disparues. Donc, on a Nazca, on a l'île de Pâques, on a, là, le prochain, ça va être sur la Jordanie. Donc, on découvre aussi toutes ces grandes civilisations qui ont marqué l'histoire et qui font en sorte qu'on a encore aujourd'hui de l'héritage par rapport à ce qui se passe dans notre vie. On n'en a pas conscience, mais ça a imprégné fortement. Et puis, c'est l'occasion d'aller voyager avec ces jeunes, de partir en quête d'aventure. Et donc, c'est très intéressant de voir à quel point on revisite aussi certains mythes, dont notamment le mythe de l'Atlantide avec la série Les Mystères de l'Atlantide, où là, c'était... Tout le monde a son idée de l'Atlantide. Il y a eu des Disney, il y a eu des films et tout ça. Et Olivier Descamps, lui, s'est emparé de ce mythe pour en faire un mythe à saveur mythologique, un peu grec, où on va vraiment explorer ce côté très fantasy à la Percy Jackson. Et donc, c'est vrai que ce sont des livres qui, là aussi, nous sortent de notre quotidien et nous évadent, nous permettent d'aller plus loin. Et pour terminer, si tu permets, Anne-Marie, je vais glisser un mot rapide sur la collection TAG, qui est une collection pour moi qui est très importante aussi. Thomas, je vais devoir t'interrompre, puis on va te donner 3 minutes de plus si tu veux, parce que je dois parler
Ah, vas-y. Je voulais juste vous dire quelque chose sur cette collection-là. Sachez qu'il y a des jeunes, comme Thomas parlait de Percy Jackson, il y a des jeunes qui adhèrent aux séries. Le concept des séries. Et là, on suit, bon, il y a Mohamed, mais il y a aussi Anna et Diego qui sont des jumeaux. Chaque enfant En fait, les personnages principaux vont être orphelins d'un parent au moins. Ça, je vous laisse découvrir. Mais quand même, je trouve que ça les unit d'une manière très, très tendre. L'autrice s'est inspirée de ses voyages. Elle a tellement voyagé. Élisabeth Turgeon, si vous avez la chance de discuter avec cette femme-là, vous n'aurez jamais assez de minutes. Ce que j'aime, c'est qu'on fait. Les personnages sont récurrents. Anna et Diego, on va les retrouver alors qu'il y a des séries où c'est jamais les mêmes personnages. Puis on s'attache parfois aux personnages. Vous le savez, il y a tellement de séries. Bon. Et puis, il y a des liens à faire. Maintenant, vous êtes avec celui-ci. On est au Pérou. Faites un lien. Paul Roux vient de vous parler d'un roman qui parle des Nazca. Si vous avez bien écouté, vous allez vous rappeler du titre. Il y a des liens à faire aussi entre les créatrices et créateurs et ça permet aux jeunes de voir que ces gens-là, ils aiment voyager et puis ils s'inspirent de ce qu'ils voient, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils entendent et tout ça. Donc, c'est une série que je veux vous dire, les livres d'Élisabeth Turgeon, à la fois des livres d'aventure qui suivent vraiment le schéma, la structure du récit d'aventure, mais tellement bien documenté que tu apprends en t'amusant. Quoi de mieux? Comment à toi? Oui, Je vais juste ajouter vas-y. pour la série des Aventuriers du Monde Perdu que tu viens de présenter, Nicolas, aussi, à la fin de l'ouvrage, vous avez un petit dossier complémentaire qui est le journal de bord des deux adolescents qui va nous permettre d'en apprendre davantage aussi sur cet univers-là, sur ce monde-là, le lieu où ils sont. Donc, c'est des faits historiques qui sont ajoutés. Donc, vraiment, vous avez un dossier assez complet de ce côté-là. Puis moi, tu sais, dans les mangas, il y a souvent des dossiers complémentaires à la fin. Puis j'invite souvent les pédagogues à les lire avant même de lire l'histoire. Puis dans ce cas-ci, on peut le faire aussi. On peut commencer par la fin, lire les informations documentaires qui vont nous donner déjà des jalons dans l'histoire. Tu sais, si on ne sait pas c'est quoi les lignes Nazca, oui, on peut aller googler lignes Nazca, mais on peut aussi aller lire ce documentaire à la fin qui va nous donner plein d'informations. Puis là, on s'assure que les jeunes partent sur le pied d'égalité, c'est-à-dire OK, on a tous les mêmes connaissances sur ce sujet. Très bien, maintenant, on embarque dans le récit. Donc, c'est des fois une petite astuce pédagogique là, d'aller chercher ça à la fin pour un petit peu peut-être introduire l'histoire comme telle. Et c'est fait sous forme anecdotique aussi. C'est pas fait de manière cours magistrale avec des informations. C'est fait comme si les enfants, comme tu le disais, tenaient leur journal. Donc, c'est vraiment présenté de manière non factuelle, mais plus expérimentale. Donc voilà. Donc, juste pour conclure, parce que je sais qu'il nous reste 4 minutes d'après ce que je vois, je vais terminer avec la collection TAG, qui pour moi est une collection qui est très importante aussi, importante par le sujet et par la forme. C'est-à-dire qu'avec Laurent Chabin, que vous connaissez sans doute, qui est un auteur, encore une fois, on parlait de référence en littérature jeunesse, c'est un maître du polar. C'est un maître du polar qui souvent va chercher des thématiques sociales assez fortes et qui n'y va pas avec le dos de la cuillère, donc qui ne s'embarrasse pas. Ça reste très littéraire, mais ça nous brasse, vraiment, ça nous brasse. Et dans la série Chien de rue, qui est une série épisode, donc, c'est une série qui est quand même avec des petits ouvrages qui font 48 pages à peu près, Anne-Marie, je ne sais plus exactement, là, mais c'est vraiment une écriture très cinématographique et en fait, ça se lit comme si on regardait une série comme l'équivalent Fugueuse, on prend souvent cet équivalent-là, parce que ça parle des gangs de rue, donc une réalité qui est quand même très crue, une réalité qui est très méconnue aussi. Et c'est l'histoire d'un ado qui, effectivement, dès le premier épisode, la table est mise, c'est une scène assez forte, avec une scène de viol qui n'est pas décrite force détail, je tiens à le préciser, là, c'est pas âme sensible s'abstenir, c'est juste que le gamin est confronté à cette scène-là, il ne réagit pas, et par réaction, va décrocher parce qu'il s'en veut tellement d'avoir été lâche, d'avoir été passif, qu'il va trouver une voie dérivée qui est celle des gangs de rue. Et on assiste à sa descente aux enfers dans ce milieu-là,
qui, au départ, est très verni et on fait de l'argent facile, mais qui, dans l'envers du décor, est pourri de l'intérieur et qui va amener véritablement son lot de violence. Donc voilà, c'est 10 épisodes. C'est 25 pages le premier épisode. Donc, 25 pages, pardon. C'est vraiment l'idée du feuilleton, là, oui, d'avoir un ouvrage. exact. Ouais. Est-ce que vous l'avez en coffret? On est en train de le penser comme ça, oui, effectivement. Okay. Ça, je pense que ça pourrait être bien intéressant. Ouais. Puis vous avez publié aussi cet ouvrage documentaire, exact. La face cachée des gangs de rue, donc qui peut permettre de comprendre l'univers dans lequel le personnage se retrouve aussi. Et qui offre des pistes pédagogiques par rapport à la série au complet, des 10 épisodes, tout à fait. C'est vraiment un complément intéressant. Puis il y a vraiment aussi le descriptif des 10 épisodes qu'on va retrouver dans celui-ci qui peut vraiment aider justement les pédagogues à savoir un peu là, où est-ce qu'on s'en va dans chacun des épisodes. C'est comme ça qu'on voit qu'avec les mots, on peut parler de tout, avec les jeunes, avec les ados, parce que même si, je reprends les mots Thomas, les thématiques et les propos sont parfois durs, mais ils sont amenés de manière juste. Donc, c'est dur, mais c'est vrai. Donc, on ne va pas cacher puis édulcorer la réalité. Ce qui me permet de vous dire qu'à travers tous les livres héritages, puis ensuite la parole est à vous, mes amis, vous voyez qu'on voyage de part et d'autre à travers le monde, dans des mondes qui n'existent pas encore, si jamais ils s'avéraient exister un jour, à travers de la prose poétique. En fait, il y en a de tous les goûts, pour tous les genres de lectrices et de lecteurs. C'est une maison d'édition qui permet aux jeunes de voyager, de s'évader et se réfugier dans la lecture. Ça fait du bien autant que, comme je vous disais, une série. Alors qu'on sait que ça prend 20 minutes avant de choisir ce qu'on veut écouter sur Netflix, aussi bien de prendre un livre et de s'évader pendant une vingtaine de minutes. Ça, je pense que c'est à nous, les grandes personnes, de montrer l'exemple aux jeunes. Donc, à travers la maison d'édition Héritage, je vous souhaite un bon voyage à travers vos lectures.